parti. Bon. Attendez, je ferme toutes les fenêtres. C'est le cours où tout ce qui reste. Donc, pas vraiment, genre, c'est les accidents, c'est la physique, c'est un peu tout à la fois. C'est l'écologie, la sécurité, le règlement, la biologie. Donc, c'est le dernier fourre-tout qu'on fait. C'est le dernier cours théorique. Si on avait été en salle, j'aurais emmené des cordes et on se serait ligoté. Parce qu'il y a aussi un peu de matelotage. Donc, on le fera sur le bateau. Quand vous montrez au fur et à mesure du bateau, je vous ferai faire des nœuds. Il n'y a pas besoin, enfin, c'est mieux si vous les connaissez parce que c'est plus pratique dans la vie de tous les jours. J'exige pas que vous sachiez les faire. Donc, en monitorat, on demande de les faire sous l'eau, la tête en bas et dans le dos. Dans le dos. Comment? Dans le dos. Tu fais le nœud. Putain. Tu sais bien faire un nœud quand tu sais le faire dans le dos, la tête en bas et sous l'eau. C'est comme ça que mon parent avait décidé de faire les choses. Pourquoi pas? Après, l'avantage, c'est que je sais le faire. C'est un nœud que je connais par cœur. C'est des nœuds que je connais. Ok. Mais donc, il y aura un peu de matelotage qu'on montrera sur le bateau. Vous m'aiderez à mettre en place les ateliers et tout ça. Donc, il y a le dernier cours, l'examen, on va le faire dans 2 semaines. Je vais mettre l'agenda, je vais envoyer un événement d'agenda. C'est un peu comme le premier niveau pour ceux qui ont passé le premier niveau cette année, c'est-à-dire qu'il y a un examen, c'est en ligne, via un Google Doc, vous le remplissez, je le corrige. Si vous n'avez pas la note, en gros, on s'appelle au téléphone, on voit où c'est que ça, enfin, en visio, on voit où c'est que ça a un peu foiré, qu'est-ce qui n'est pas passé, qu'est-ce qui n'était pas clair, et on remet un petit peu les points sur les i. Mais en gros, c'est pas éliminatoire, quoi. Le but du jeu, c'est enfin, vous mettez pas la pression. Si vous bossez bien, c'est plus facile pour moi parce que du coup, j'ai pas besoin de prendre du temps après pour vous voir après. Mais voilà, s'il y a des trucs qui sont pas clairs et tout ça, c'est pas grave non plus. Alors, on a le temps dans les 2 prochaines semaines déjà de repréciser s'il y a des trucs. Et l'autre point aussi, c'est que après, on pourra voir ça ensemble s'il y a vraiment des grosses lacunes. Ça marche? Ouais. Ok. Je partage mon écran. C'est parti. Ok, alors on va commencer avec... Bon, pas le plus marrant, mais c'est obligatoire parce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Donc on appelle ça le cadre réglementaire. Alors sur le niveau d'après, c'est encore même bien plus chiant que ça. Là, il n'y a pas beaucoup de slides, parce qu'on est 4 ou 5. Mais il y a écrit, alors toujours pareil, hein, si je fais mes cours parce qu'il y a écrit dans votre manuel de formation pour le passage de la CEL, il y a écrit une copie verbatim. Connaître les réglementations concernant la pratique de l'apnée, les prérogatives et les responsabilités de l'apnéiste au livre. Donc, en gros, j'ai juste pris le MFA qu'on peut trouver sur le site de la fédération et j'ai regardé ce qu'il y avait écrit et puis je l'ai copié, quoi. Donc, les prérogatives de la CEL. Et on va les lire parce que des fois, il y a des termes qui ne sont pas clairs et on veut être tous d'accord sur ce que ça veut dire et quand est-ce qu'on a le droit de le faire. Donc, les prérogatives, elles sont assez longues. Il y a 2 pages parce que la CEL est aussi un niveau qui permet d'accéder à des équivalences en termes d'encadrement. Donc, la première, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on passe la CEL? Ça permet de pratiquer l'apnée sous toutes ses formes avec un encadrant d'apnée. Bon, jusque-là, tout va bien. Et c'est l'encadrant qui détermine l'organisation et les limites de l'activité. Donc, en gros, vous êtes à la piscine avec moi, vous êtes en mer avec moi. Et c'est moi qui détermine ce qu'on a le droit de faire dans mes prérogatives. C'est ce que vous donne accès quasiment tous les niveaux d'apnée, dont le niveau ACL. Évidemment, qui vous donne accès à plus de choses, on ne le fait pas pour rien. Pour les mineurs, donc ça concerne personne dans la salle, mais il y a une limitation sur la profondeur d'évolution. Donc déjà, il faut pour pouvoir passer le niveau ACL, il faut au moins avoir 16 ans, ça fait partie des conditions de candidature. J'aurais dû mettre ça dans l'autre sens. Mais du coup, pour les gens qui sont entre 7 et 18 ans, la profondeur, c'est fixé par l'encadrant. Ils ne peuvent pas être autonomes. Le niveau ACEL est un niveau qui vous permet, vous, d'être autonome entre ACEL et de pratiquer l'apnée entre vous. Donc, seuls les ACEL, c'est la prochaine règle, seuls les ACEL majeurs peuvent évoluer en autonomie dans la limite de 15 mètres de profondeur. Donc, en autonomie, ça veut dire que vous avez le droit de monter sur un bateau, il faut qu'il y ait quand même un directeur de plongée. Ça fait partie des règles de la fédération, donc il faut qu'il y ait un moniteur. Mais je peux très bien être de l'autre côté du bateau, je peux être à bord du bateau, je peux faire autre chose. Et vous, entre ACEL, vous avez le droit de faire des descentes jusqu'à 15 mètres de profondeur.
Donc, c'est-à-dire, je peux m'occuper d'un groupe d'encadrés ou quoi que ce soit. Si vous êtes diplômé à CEL, vous pouvez être sur votre atelier dans votre coin et descendre jusqu'à 15 mètres. C'est ce qu'on fait par exemple avec le groupe autonome à la piscine. Le groupe autonome à la piscine, je suis là dans le bassin, moi ou Mathieu, parce que dans le bassin en l'occurrence, c'est un bassin, enfin les Gailleuls, c'est un environnement protégé, c'est pas un environnement naturel. Donc si moi et Mathieu nous sommes là, les autonomes ont le droit d'être dans le bassin et d'organiser l'activité comme ils leur chantent. En mer, vous avez le droit de faire ça, mais il faut que moi je sois là. Mathieu, ça marche pas parce qu'il n'a pas encore le niveau qui va bien. Et vous avez le droit de descendre jusqu'à 15 mètres de profondeur. Donc c'est ça qu'on appelle l'autonomie. Mais au Gailleul, si les autonomes, vous n'êtes pas là, ils ne peuvent pas y aller seuls, en Non, groupe ils sont pas. Non, autonome. non, il faut toujours ce qu'on appelle un directeur de bassin ou un directeur de plongée. Directeur de bassin en cadre si on est dans un environnement protégé. Et directeur de plongée quand on est dans un environnement naturel. Il faut toujours qu'il y ait un cadre. Ok. Absolument. Si vous êtes en situation de groupe avec des gens qui ont des niveaux différents, genre il y a 2 ACEL et je sais pas, 2 experts par exemple, qui est le niveau qui vient juste après et qui permet d'être autonome jusqu'à 40 mètres de profondeur, évidemment que c'est la prérogative du niveau le plus faible qui détermine l'espace d'évolution d'autonomie. Donc s'il y a 2 ACL et 2 experts, les ACL ont le droit d'aller à 15 mètres en autonomie, les experts ont le droit d'aller à 40 mètres en autonomie. Si vous êtes dans le même groupe, la profondeur maximum pour tout le monde, même pour les experts, c'est 15 mètres. Ça roule. Oui. Ça veut aussi dire que si vous avez un niveau apnéiste, qui lui est autonome à 6 mètres, si je me souviens bien, faudrait que je regarde les textes, s'il y a un apnéiste dans votre groupe, sur votre ligne, c'est 6 mètres. On est OK avec ça? Ah oui, donc c'est pas par binôme, c'est vraiment par groupe que ça se fait. Ouais, après, on peut très bien dire, il y a 2 groupes sur la même ligne. Oui, d'accord. Ça roule? Ok. Ok. Alors, attends, c'est quoi la différence? Du coup, vous pouvez aussi évoluer en autonomie entre ACEL dans l'espace médian, c'est-à-dire 20 mètres, s'il y a un MEF1 qui est responsable de vous. Donc là, en gros, c'est si je suis à l'eau, à côté, et que vous m'avez prévenu et qu'en gros, je jette un coup d'œil sur vous de temps en temps, vous avez le droit d'aller jusqu'à 20 mètres. C'est 15 mètres si je suis en train de faire autre chose, et si je suis dans votre zone et que je prête attention et que je suis prévenu, c'est 20 mètres. Et ensuite, il y a qu'est-ce que ça vous donne accès? Donc le niveau ACEL, ça va vous permettre en termes d'encadrement d'accéder à ce qu'on appelle le niveau IE2, initiateur-entraîneur, deuxième niveau. C'est pour les gens qui ont passé leur diplôme d'initiateur, ça leur permet d'encadrer à plus grande profondeur. Un initiateur a le droit d'encadrer jusqu'à 6 mètres. Enfin, un initiateur premier niveau a le droit d'encadrer à 6 mètres. S'il passe son ACEL, il est automatiquement gradé initiateur, entraîneur deuxième niveau, il a le droit d'encadrer jusqu'à 10 mètres. C'est pour ça que Mathieu, à la piscine des Gailleuls, comme il est ACEL, et qu'il est initiateur, il est automatiquement IE2, il a le droit d'encadrer à 10 mètres. Ça, c'est pour les encadrants. Et vous, le brevet d'ACEL, c'est le niveau qui vous permet d'accéder à ce qu'on appelle l'apnéiste expert au libre, qui est le dernier niveau qu'on peut passer en apnée. C'est un niveau assez exigeant, mais qui est très très chouette à passer par contre. Et ça vous permet aussi d'accéder à ce qu'on appelle l'apnéiste confirmé piscine, ce qui n'est pas très intéressant. Nous, on ne le fait pas passer, mais en gros, c'est juste. C'est exactement les mêmes cours que ce qu'on fait là, sans la partie mer. Quand vous avez la CEL, globalement, il n'y a pas vraiment un gros intérêt à passer l'apnéiste confirmé. Mais l'apnéiste expert au libre, c'est vraiment un niveau sympa à passer. Il y avait des questions là-dessus. Pourquoi tu dis qu'il est sympa, l'AEL? Qu'est-ce qu'il y a de chouette? La EEL, parce que il y a vraiment toute une partie déblocage de la profondeur et donc il y a surtout une grosse partie autonomie, c'est que vous êtes autonome jusqu'à 40 mètres entre AEL, Ouais. ce qui vient débloquer, enfin tu vois là par exemple en ACEL tu es autonome jusqu'à 15 ou 20 mètres, il y a le MF1 qui ne traîne pas très loin, ce qui est sympa, hein, mais 40 en fait tu as vraiment d'autres problèmes qui se posent en termes de sécurité et donc il y a beaucoup de cours sur l'organisation, alors on va en avoir un petit peu nous aussi là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de cours sur la mise en place des ateliers de manière solo pour descendre jusqu'à 40 mètres en AEL. Et donc, tu apprends vraiment, en gros, à faire une sortie, quoi. Et j'aime bien, moi, cet aspect-là des choses. Et on va creuser tout plus loin. On va creuser la physique plus loin et la physiologie plus loin. On va creuser les accidents plus loin parce qu'il y a des choses à 40 mètres qui sont très, pas probables, mais où il y a plus de chances que ça arrive sur ces profondeurs-là. Donc, on va tout plus loin. Et je trouve que c'est assez sympa
d'aller chercher dans les détails ou d'aller chercher dans la physio qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. C'est ce que je vous disais la dernière fois, que les poumons se compriment tellement que normalement, ils devraient exploser, enfin imploser en l'occurrence. Ils n'implosent pas. Et on apprend ça, on apprend pourquoi ils n'implosent pas quand on passe l'expert, par exemple. On voit qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place quand on descend plus profond. Ok. Et toi, tu le fais passer, ce niveau-là? C'est pas un niveau qu'on a le droit de faire passer en club parce qu'il faut des gens très très diplômés pour le valider. Donc c'est généralement quelque chose qui se fait au département. Je peux organiser la partie écrite, mais elle sera faite pareil au niveau du département si on l'organise. Ça sort du cadre du club, ça sort de notre prérogative. Moi, je peux plus le faire. Ok. Mais je peux accompagner la formation. Je peux faire les niveaux, je peux faire la théorie, et je peux aller dans l'eau avec vous, mais à la fin, il faut que ce soit tamponné par un instructeur national. D'accord. Ok. Les conditions de candidature pour la CEL, bon, il faut une licence FFE-SSM valide, il faut 16 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et si vous avez 16 ans, et du coup, enfin, si vous êtes mineur, il faut que vos parents aient donné une autorisation. Il faut avoir passé le niveau d'avant, le niveau apnéiste, ou l'apnéiste au libre, de la FFE-SSM. Après, si vous venez d'une autre fédération, on peut vous faire des équivalences pour que vous ayez ces cartes-là, mais en tout cas, ces cartes-là sont nécessaires. Il faut avoir passé votre RIFA, donc RIFA A, réaction à intervention face aux accidents en apnée. Ça existe aussi face aux accidents en plongée, face aux accidents en pêche sous-marine, face aux accidents en hockey sud-aquatique. Donc, il y a un RIFA avec une lettre qui change à la fin pour chacune des disciplines de la fédération. Le RIFA, pour ceux qui ne l'ont jamais passé encore, il y a une partie tronc commun, une partie qui est genre médicale et prise en compte du plongeur. Et il y a une partie tronc spécifique apnée, donc comment est-ce qu'on réagit particulièrement aux accidents en apnée. C'est encore prévu qu'on essaye d'en faire une dans le club. Je ne garantis pas que ce sera fait cette saison ou en début de saison prochaine. Il faut un certificat médical d'absence de contre-indication, ça le club vous l'a demandé normalement, et il faut que toutes ces conditions-là soient remplies avant de commencer la formation, sauf le RIFA qui lui, peut être intégré au cours de cursus. Donc, quand vous commencez à faire les cours, il faut que vous ayez 16 ans révolus, il faut que vous ayez déjà passé votre niveau, il faut que vous ayez votre certificat médical, etc. etc. Hop, et ça se clôt la partie réglementation. Donc, je ne rentre pas, c'est la partie un peu chiante, par contre, du niveau expert, c'est que dans le niveau expert, on voit toute la partie structuration des clubs, les commissions départementales, les commissions régionales, comment est-ce qu'est organisée, en gros, la fédération à tous les niveaux, et savoir à qui on demande quoi si on a besoin de demander des trucs. On est bon avec la réglementation, c'est le truc où, à l'examen, typiquement, je vais venir vous faire chier. Donc, c'est un peu chiant, mais je vous conseille de bien connaître ces 3 slides-là. Surtout les chiffres qu'il y a dedans. Les profondeurs, qu'est-ce que ça veut dire en autonomie, à 20 mètres, etc., etc. Et il y aura plusieurs questions autour de ça. Genre, vous êtes en trace EL, le moniteur il est sur un autre atelier, est-ce que vous avez le droit d'aller à 16 mètres? Vous êtes en trace EL et il y a un apnéiste avec vous, est-ce que vous avez le droit d'aller à 15 mètres? Il y a 2 ACEL et un expert, est-ce que vous avez le droit d'aller à 40? C'est ce genre de questions-là qui peuvent varier. Ok, on est bon avec ça? Super. Allez, deuxième partie, la sécurité. Alors, l'organisation de la sécurité. Alors, je suis bien aidé, moi, pour faire mes slides, puisque... Ah mince, pardon, le slide, il n'est pas bon. C'est ACEL ici, excusez-moi. Tac. Et on va prendre à partir d'ici. Donc, il y a écrit, si je regarde le MFA, pour la partie sécurité, il y a écrit « Savoir organiser la sécurité ». Voilà, super, merci les gars. Dans toutes les disciplines. Super. Donc, je suis bien avancé pour vous faire des slides avec ça. Donc, moi, j'ai considéré que dans toutes les disciplines, ça veut dire statique, dynamique et en verticalité et surtout en mer. Moi, j'ai considéré que, bon, la statique, la dynamique, la dynamique, on n'en fait pas non plus tous les 4 matins, mais normalement, en piscine, on a déjà vu plein de fois ce qu'il faut faire, les binômes, les machins, les trucs. La partie qui est vraiment nouvelle dans le niveau ACEL, c'est surtout la partie. Moi, je me suis concentré surtout là-dessus. Je ne vais pas vous faire un rappel de la statique, on fait des checks. Si le check ne répond pas, on retourne le gars. La manière de retourner les gars, c'est ça. En plus, c'est des trucs qu'on fait au RIFA. Idem avec le dynamique. Donc, et accessoirement, ce n'est pas nécessairement un cours sur la sécurité, même s'il va y en avoir un petit peu. C'est un cours sur organiser la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour faire une sortie et que la sortie se fasse dans les bonnes conditions de sécurité, que s'il se passe un pépin,
personne puisse aller vous voir en disant « Ah, mais oui, mais vous avez oublié de mettre ça en place ». Donc, on va surtout se concentrer sur la partie. Donc, la partie mère, ça veut dire que c'est un milieu sur lequel il faut qu'on ait des connaissances, et les connaissances qui sont typiques sur on est à l'extérieur, et donc qu'est-ce qui est variant quand on est à l'extérieur? Qu'est-ce qui est par rapport à la piscine? C'est que chez nous, en l'occurrence, on a un autre truc qu'on appelle les marées, et qui est une très forte contrainte. Et accessoirement aussi, on a un truc qui s'appelle la météo. Et pareil, c'est une forte contrainte sur organiser une sortie. Est-ce qu'on y va? Si oui, où c'est qu'on va? Et comment est-ce qu'on s'organise sur l'endroit où on va? Donc, on va parler un tout petit peu des marées. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, je vais essayer de vous donner un petit peu les choses auxquelles il faut faire gaffe et pourquoi c'est un problème. Donc, la marée, en gros, c'est la combinaison de la proximité de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre qui exerce une force sur l'eau. Et en fonction de comment la Lune et le Soleil sont alignés par rapport à nous, en fonction de l'heure de la journée, ça exerce une force plus ou moins importante. Et cette force, elle vient soit tirer l'eau vers le haut, soit la relâcher. Et c'est ce qui explique pourquoi on a des pleines mers, donc là où les coefficients de marée, là où la Lune et le Soleil sont le plus proches de la Terre, et donc du coup elles attirent beaucoup l'eau, c'est ce qu'on appelle la pleine mer, c'est là où l'eau est la plus haute. Et quand la Lune est à l'opposé, c'est ce qu'on appelle la basse mer, et c'est là où l'eau est le plus bas. La marée, on la note avec ce qu'on appelle un coefficient. Le coefficient va de 20 à 120. C'est des coefficients théoriques qui ne sont jamais atteints, ou alors il faut vraiment que les planètes, littéralement, il faut vraiment que les planètes soient bien alignées pour qu'ils soient atteints. Mais en gros, 20, c'est un tout petit coefficient de marée. Donc ça veut dire qu'il y aura très peu de variations entre la hauteur d'eau à la pleine mer et la hauteur d'eau à la basse mer. Et 120, c'est le coefficient le plus haut qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelait des grandes marées. De 95 à 120, on va appeler ça des grandes marées. Et c'est là où il y a une grande différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. La différence entre les deux, on appelle ça un marnage, et donc c'est une distance en mètres. Donc, je sais pas, on peut dire, coefficient 105, le marnage à 5K. Alors, oui, et alors, la marée, elle est, l'heure, il est par endroit. C'est-à-dire que la marée à Saint-Malo et la marée à Brest, elles ne sont pas à la même heure. Parce que l'alignement du Soleil et de la Lune par rapport à Brest et à Saint-Malo, ce n'est pas le même. Et tout ça, ça bouge, évidemment. La Terre, elle tourne, la Lune, elle tourne, le Soleil, il tourne. Donc, ce n'est pas la même heure. Donc, une heure de marée, ça ne vaut que pour un lieu. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça vaut pour un lieu et... La hauteur aussi? Comment? La hauteur aussi? Merci, voilà, exactement. La hauteur aussi, ça vaut pour un lieu. C'est-à-dire que la marée à Brest et la marée à Saint-Malo, en l'occurrence, elles sont complètement différentes. Entre Bretagne Sud et Bretagne Nord, ça n'a rien à voir. Ça s'explique par le fait que quand l'eau va rentrer, ça va dépendre de combien elle a de place pour rentrer. Nous, en Bretagne Nord, on a l'Angleterre, le Royaume-Uni qui est juste en face de nous. Donc, ça fait un espèce de couloir, un goulot d'étranglement. Et quand l'eau rentre, elle n'a pas beaucoup d'espace pour rentrer, ça ne fait pas une grosse zone. Donc, ça veut dire qu'en Bretagne Nord, on a des très fortes marées, en fait, parce qu'on est assez contraint sur l'espace. Donc, il y a plein d'eau qui va venir s'amasser chez nous. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, en fait, pour que ça se disperse, elle va plutôt monter en hauteur. Donc, en effet, il y a une différence de hauteur entre Brest ou même Vannes et Saint-Malo, 5K, toute la partie nord où on est en face de l'Angleterre. Donc, quand vous prenez la marée, c'est ce que je vois dans mon... Ah, j'ai pas fait là. Si. Dans ma marée, on voit que j'ai les coordonnées ici. En l'occurrence, c'est 5K. Et du coup, j'ai l'heure pour 5K et j'ai le coefficient et la hauteur d'eau pour 5K. Le coefficient, pour le coup, il est identique en tout point du globe, mais il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc le marnage, c'est ce qu'on appelle donc la différence entre la haute mer et la basse mer. On va le lire un petit peu après sur le bulletin là. Il y a l'annuaire des marées, donc il y a un petit papier, il y a un petit livre qu'on a imprimé il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, et oui, et les horaires de marée dépendent de l'an. Et la marée monte ou descend en suivant la règle des 12e. Je vais vous montrer ça ici. Donc ça, c'est le bulletin des marées pour demain à 5h. Donc là, ça nous dit que mercredi 22 avril, donc demain,
Il y a donc les coefficients déjà de la marée du matin, c'est 73, donc c'est une marée moyenne. Si on dit entre 20 et 120, on est plutôt moyen. Et de l'après-midi ou du soir, c'est 65. Donc les marées, en plus, on voit qu'elles sont variantes. On a eu une grande marée le week-end dernier. On voit que là, les coefficients vont descendre jusqu'à 47. Et puis, ils vont remonter jusqu'à, je sais pas, 90 peut-être. Et puis, ils vont redescendre, etc., etc. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que la Lune et le Soleil viennent se placer. Et donc, demain, il y a une basse mer à 5h52 et la pleine mer est à 11h21. Puis, il y a une basse mer environ 6 heures après, donc 18h09. Et puis, une pleine mer à 23h38. On a les différences de hauteur d'eau ici. Donc, c'est-à-dire que la basse mer, on dit que quand la mer sera basse à 5h52 à 5K, il y aura une hauteur d'eau par rapport au zéro des cartes de 2,12 m. Et en pleine mer, il y aura une hauteur d'eau de 10,80 m, ce qui nous donne un marnage de 8,68 m. On peut avoir, là, le week-end dernier, par exemple, on avait 12,50 m de marnage. Donc, la différence entre la basse mer et la haute mer, c'est 12 mètres. Ça veut dire qu'en 6 heures, à un même point, on va se retrouver avec 12 mètres d'eau de plus que sur la basse mer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui va rentrer en peu de temps. Et en peu de temps, accessoirement en plus, c'est que ce n'est pas linéaire. La marée, elle ne va pas toujours à la même vitesse. Admettons que, je sais pas, il y a 12 litres d'eau qui doivent rentrer en 6 heures. Il n'y a pas 2 litres toutes les heures. La vitesse n'est pas linéaire. On va voir la vitesse en fait sur cette courbe-là. On va voir en fait, donc, il y a l'heure de la marée. Donc là, il y a le 5h52 et ici, c'est la basse mer. Donc c'est la hauteur d'eau qui est représentée avec la courbe. Ici, on voit que c'est la hauteur en mètres. On a les heures. Donc à 5h52, il y a une marée basse. Et puis à 10h, 18h09, il y a une marée basse. Il y a une marée haute ici à 11h21. Et puis il y a une marée ici à 23h et quelques. Et ça vous la pente de ça, de la courbe, ça vous donne le gradient à laquelle l'eau elle bouge. Donc on voit que ici, par exemple, entre 4 heures, enfin, on va dire entre 5 heures et 7 heures du matin, une heure avant, une heure après, on voit que le niveau d'eau, il n'a bougé que de 1 mètre. Donc là, en gros, il y a eu 1 mètre de moins, et puis 1 mètre de plus. Si on était resté 2 heures dans l'eau à ce moment-là, on aurait très peu vu la différence. Si on vient se mettre ici, par contre, on voit qu'à 8 heures, il y a 5 mètres d'eau, et à 9 heures, il y a 7,50 m. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 2,50 m d'eau en seulement 1 heure qui est rentrée. Donc si on reste dans l'eau en fait, à 8 heures et on reste dans l'eau pendant 2 heures, admettons, la même chose qu'on a dit là, il y a juste 2 mètres de différence, donc on ne va pas passer. Mais si on se met dans l'eau à 8 heures et qu'on va sortir de l'eau à 10 heures, on voit qu'on passe de 5 mètres à 9,50 mètres. Donc on a pris 4,50 mètres en l'espace de 2 heures. Donc on voit que la marée, elle n'a pas la même vitesse en fonction de quand on se met à l'eau. C'est pour ça qu'on va toujours chercher à se mettre à l'eau proche de ces sommets-là, ce sommet-là ou ce sommet-là. C'est pareil ici quand on est sur le retournement de marée à la marée haute. Donc il y a la marée basse, ici ça a changé que de 2 mètres. Il y a la marée haute, ici ça a changé que de 2 mètres. Donc quand on essaie de se mettre à l'eau, on essaie de se mettre à l'eau à ce qu'on appelle l'étale. L'étale, c'est le moment où il y a le renversement de marée. Là, la marée est en train de descendre et puis elle remonte. Donc c'est ici qu'on va viser. Alors ici, c'est tôt le matin, hein, donc 5h52 pour aller à la basse mer, c'est un peu chiant. Mais si on avait voulu faire les araignées demain, c'était soit 5h52, mais bon, il faut avoir le bateau à 5h52, soit 18h09. Mais bon, pareil, ça fait un peu tard pour rentrer, donc c'est pas une très bonne journée pour aller en mer chercher des araignées. Donc il faut aussi accessoire. Et la marée, elle bouge évidemment tous les jours. Hein, donc demain, la basse mer, elle est à 5h52. Dimanche, elle est à 10h31. Donc dimanche, par contre, c'est le bon moment d'aller, si la météo est bien, c'est le bon moment d'aller chercher les araignées. On est OK avec ça? Oui. Good. OK. Donc la marée, c'est une chose. Elle va vous donner une indication sur la vitesse de l'eau, le courant de l'eau, généralement. Le deuxième truc que vous voulez évidemment vérifier, c'est la météo. Qu'est-ce qu'on va regarder essentiellement? C'est quoi qui m'intéresse sur la météo? Parce que finalement, soleil, pas soleil, bon, c'est mieux s'il fait soleil, mais je m'en fous. C'est quoi l'information que je veux retirer sur la météo d'après vous? Le vent, Ouais, le vent. Je veux quoi comme information sur le vent? son sens pour la marée, justement. Le sens, voilà, pas pour la marée, mais le sens, tu as raison, c'est important pour moi d'avoir le sens du vent, c'est une première chose. Et la deuxième chose que j'ai besoin d'avoir? La vitesse. Ouais, la force du vent, exactement. Ça, c'est le bulletin météo pour demain. Donc, j'ai pris sur les mêmes heures. Admettons, bon, on va pas dire les araignées, mais admettons qu'on veut faire une sortie verticalité.
Donc, on a besoin d'avoir du fond. On a besoin d'avoir. On va sortir les bouées et on va essayer de faire les 15 mètres de validation de la CEL. Donc, on va viser le 11h21. Je vais regarder le bulletin météo. Je sais qu'il me faut 1 heure de nav à peu près pour y aller. Donc, je vais commencer à regarder entre 9h30 et on va rester 2 heures dans l'eau. Donc, de 9h30, enfin, de 9h à 13h, en gros, je vais venir regarder le sens du vent, en effet, et la force du vent. Donc, la force du vent, c'est exprimé en nœuds. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, un nœud, c'est des 1000 nautiques par heure. Et un 1000 nautiques, c'est 1811 mètres. Bref, mettez ça dans un coin de votre tête, c'est quasiment presque 2 km/h. Donc là, en l'occurrence, demain, il y a du vent, il y a 30 km/h de vent. Donc bon, mais c'est 30 km/h à 5 A. C'est pas au large. Et par contre, je vois qu'il y a des petits trucs en rouge dessous qui disent il y a des rafales de vent qui vont entre, là on est plutôt à 60 km/h, entre 50 et 60 km/h. Donc des rafales, ça veut dire il y a des moments où le vent peut se lever et ça va un petit peu plus fort. Le vent va avoir une influence du coup sur la hauteur des vagues. Donc le courant, c'est les marées qui va le déterminer. Et un petit peu le vent, mais le vent, franchement, il a juste un impact sur la surface de l'eau. Il n'a pas vraiment un impact sur le fond de l'eau. Donc, on va aussi regarder en fait comment est-ce qu'est formée la mer. Donc là, on voit qu'en l'occurrence, la mer, on nous dit qu'il y aura des vagues de 0,8, donc 80 cm par rapport à la surface de l'eau, c'est la taille des vagues. Les périodes, donc on regarde aussi la fréquence à laquelle sont les vagues. Là, c'est toutes les 5 secondes, il y a une vague. La vague fait 25 mètres, ça on s'en fout. La température de la mer, il fait froid, mais ça on le sait. Et il y a en effet la direction de la houle, donc la direction des vagues et la direction du vent, qui ne sont pas nécessairement coordonnées, puisque il y a la marée qui vient aussi avoir un impact sur la direction de la houle. On sort ou on sort pas demain? Vous faites quoi, vous? Mince, je l'ai perdu. Je sais que moi, je me fie aux couleurs. Quand il y a du orange, ça pue un peu, non? Ouais, le dimanche, on est sorti, c'était orange. Ah. En fait, la vraie question, c'est ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on va être, en fait. C'est-à-dire que là, en soi, bon, c'est vrai que le bulletin météo, il n'est pas idéal. Et si on sortait, je ferais très attention. Accessoirement, en fait, en plus, je vous l'ai laissé sur la capture d'écran. Donc, il y a fiabilité 90%. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trop de surprise sur ce qui va se passer demain. Et il y a aussi avis de grand frais au large. Donc, grand frais, ce n'est pas le magasin. Grand frais, c'est une force de vent. Donc, il y a ce qu'on appelle l'échelle de Beaufort, qui va de la brise jusqu'à la tornade, donc de 0 jusqu'à 11. Et grand frais, c'est 6 ou 7. Donc, risque météo avec grand frais, on est en train de nous dire que à 5A, le vent il est comme ça, mais plus on va s'éloigner des côtes de 5A, et plus potentiellement on va se faire pousser. Donc, le deuxième truc qu'on pourrait faire, c'est aller chercher une carte des vents. Donc, je n'ai pas de capture ici, mais on peut avoir une espèce de vue de la mer avec des gradients de couleur dessus qui nous montrent, en fonction de la distance à laquelle on est par rapport aux côtes, combien le vent va souffler et dans quelle direction il va souffler aussi. Donc, ouais, on sort. Moi, je me méfierais. Si vraiment j'ai pas le choix, ouais. Mais c'est vrai que la petite rafale à 60 km/h ici, je me mettrais à l'abri. Et je sais que le vent vient d'un certain côté, donc je me mettrais à l'abri, extrêmement dans une baie ou un truc comme ça qui me permet de me protéger du vent. Protéger du vent, j'ai un petit peu de houle, mais 10 cm, ça va, quoi. On va faire avec. Ok. Du coup, la vraie question, c'est une fois qu'on a ça, où est-ce qu'on va? Et donc, le choix du site de plongée, il va dépendre évidemment de ce que vous avez besoin de faire, de qui est à bord du bateau, du niveau des pratiquants. Donc, le niveau des pratiquants, on va définir la profondeur à laquelle on aura le droit d'aller. Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Donc, ça, après, ça peut se changer. Est-ce que c'est juste on va explorer et on va ramasser des coquillages? Enfin, on n'a pas le droit au niveau CEL, mais est-ce qu'on va juste explorer et regarder? Est-ce qu'on va descendre au bout et on va juste faire de la verticalité? Donc, ça va dépendre de ce facteur-là. Ça va dépendre évidemment du site qu'on peut choisir. À partir du moment où on est protégé du vent, de la houle, du courant. Et évidemment, on va essayer de ne pas se mettre dans le chenal ou dans un endroit où on sait qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont passer. Donc, on vient choisir son site en fonction de tous ces points-là. Donc, admettons que demain, on a besoin de faire une sortie pour descendre à 15 mètres. On va essayer de trouver une baie
Alors 15 mètres, comme j'ai 10 mètres de marée, déjà, je suis bien avancé. Je n'ai pas besoin de trouver un endroit très profond, parce que à marée haute, on aura déjà quasiment 11 mètres d'eau qui sera rajouté par-dessus le coin. Donc, pour ceux qui étaient avec moi dimanche à bord du bateau, on peut typiquement aller au même endroit qu'on était, baie de la Fresnay, on est abrité, puisqu'on a vu que le vent, il souffle vers l'ouest, il vient de l'est. Et on aurait 15 mètres de fond, on pourrait aller 6 mètres. On aurait une navigation qui serait pas cool, mais une fois qu'on aura navigué, on pourra passer 2 heures dans l'eau tranquille, quoi. Ça roule? Ouais. Nico, j'avais une petite question. Go. Tu disais que à 60 km/h, c'était pas super pour y aller, c'est faisable, mais c'est pas super. Ouais. À partir de combien de kilomètres/heure de vent tu commences à penser ça, justement? Bon, il ne faudrait pas que ce soit beaucoup plus que ça. En fait, là, c'est en rafale, donc je me dis que je ne l'aurai pas toujours. Je vois que, accessoirement, il va souffler dans mon sens à l'aller, parce que je vais partir de 5A et je vais partir vers l'ouest. Donc, j'aurai le vent dans le dos pendant toute la traversée, et je vois que quand je vais rentrer, il n'aura pas faibli, mais tu vois, on est un peu plus jaune là, et sans les rafales, il faudrait vraiment que je regarde la carte en mer aussi, les vents en mer. Là, on va dire que je suis un peu à ma limite, quoi. Ok. Mais en fait, c'est multifactoriel, c'est que je sais aussi que c'est un coefficient moyen, donc je sais que accessoirement, on va pas trop se faire brasser dans l'eau. Dimanche, il y avait un gros coef, mais il y avait il y avait du vent, mais pas tant que ça. Je suis sorti. Là, il y a un peu plus de vent, mais il y a un plus petit coef. Je pourrais sortir. Si c'est un truc qu'on a organisé depuis longtemps et qu'il faut vraiment qu'on le fasse parce que ça va devenir compliqué après en termes d'engagement, on sortirait. Mais plus que ça, je commencerai, en rafale à la rigueur, ça va. Mais si là-haut c'était un peu plus que ça, je commencerai déjà à me poser des questions et à voir si on peut pas réorganiser autrement. Ouais, ok. Après, pour le moment, c'est pas trop dans votre responsabilité de choisir les sites de plongée, puisqu'il y a toujours un directeur de plongée à bord. C'est juste de l'initiation en fait pour que même vous, dans votre culture personnelle, vous sachiez est-ce que je vais chercher des araignées, je passe mon permis bateau, ok, je vais sortir avec des potes et on va chercher des araignées. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous êtes un peu plus armé en ayant ces informations-là. En Méditerranée, en fait, on aurait des configurations tout à fait différentes. La marée, c'est pas trop un problème. Par contre, le vent est vraiment violent en Méditerranée. Donc, en fait, on étudierait la situation différente. Et il y a des vents qui sont plus compliqués que d'autres. Les vents, les alizés qui viennent des terres, enfin, c'est pas des alizés d'ailleurs, sont plus compliqués à gérer. Donc, on raisonnerait dans des termes différents. En Calédonie, pareil, on a un vent de sud-est qui est vraiment très, très pénible et qui gâche toujours un peu tout. Donc, s'il est présent, pareil. Enfin, du coup, en fait, en fonction du lieu, en fonction de ta pratique, en fonction de ce que tu fais, les réponses vont être différentes. En Bretagne, moi, je te dirais, ouais, c'est ma limite là, mais il ne faudrait pas plus, quoi. Ok. Juste, on va passer très vite là-dessus parce qu'on creusera ça beaucoup plus dans le niveau expert. À partir du moment où on est arrivé sur site, il est important de prendre ce qu'on appelle des amers. Donc, c'est un terme de navigation. Le but du jeu, c'est de trouver 2 points fixes au sol. Alors, des points, c'est pas juste un point, mais c'est des alignements de points. Pour vérifier, une fois qu'on a mis le bateau quelque part, ou si on a besoin de se repérer, pour vérifier qu'on ne bouge pas. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est mis quelque part avec le bateau, on est sur une surface mouvante, il y a du courant, il y a du vent. Il faut être sûr que le bateau n'est pas en train de bouger, parce s'il bouge entre guillemets pas très vite, ça ne se voit pas à partir du moment où on est dessus. Donc prendre des amers, ça veut juste dire on aligne 2 points un peu remarquables d'un côté. Donc, je ne sais pas, un clocher ou un toit de quelque chose, ou s'il n'y a pas tout ça, un rocher qu'on sait reconnaître avec un autre rocher qui est loin derrière. Donc ça nous permet d'avoir un premier axe. Et on essaie de prendre un autre amer, idéalement à 90 degrés, parce que si on prend que d'un côté, on garantit juste qu'on ne bouge pas dans une direction, mais on ne garantit pas qu'on ne bouge pas dans les 2 directions. Genre, admettons, j'ai ma petite image ici, j'ai repéré, je ne sais pas, ce poteau-là avec la fenêtre. Si le bateau il se déplace dans cet axe-là, le poteau et la fenêtre, ils sont toujours alignés. Donc, on peut très bien conclure, si on prend juste un seul amer, on peut très bien conclure en disant c'est bon, je ne bouge pas. Alors qu'en fait, on est en train de drifter de ce côté-là, et peut-être que de ce côté-là, il y a des cailloux, il y a la falaise, c'est beaucoup moins profond, c'est beaucoup plus profond, il y a du courant, bref, il y a du danger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un axe et on va essayer de prendre, idéalement, si on peut, à 90 degrés, un autre axe.
Ça va permettre de vérifier. Donc, on prend par exemple le petit clocher et un caillou. Et donc, on se pose sur le bateau, on vérifie si on ne bouge pas de ce sens-là, on ne bouge pas dans ce sens-là. Et si on ne bouge pas pendant 5 minutes, on peut considérer qu'on peut se mettre à l'eau, que le bateau ne va probablement pas bouger, qu'il est bien au mouillage. Et il n'y a pas de problème avec ça. Pour ceux qui étaient avec moi dimanche sur le bateau, vous m'avez peut-être vu rester peut-être 5 minutes à un point très précis du bateau et je vérifiais les alignements. Et à partir du moment où j'étais convaincu que les alignements ne bougeaient pas ou peu, ou vraiment très très peu, et ben j'ai pu dire, OK, on éteint le moteur du bateau, on peut se mettre à l'eau, le bateau ne bougera pas plus. Donc, ça s'appelle prendre des amers. Et on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais le mouillage, contrairement à ce qu'on croit, en fait, l'encre, c'est pas qu'elle vient s'accrocher à quelque chose qui fait qu'on ne bouge pas, c'est parce que c'est le poids de l'encre et de la chaîne combinés qui ont assez de poids dans l'eau pour que ça fasse assez de résistance pour que le bateau ne bouge pas. Donc bref, il faut que généralement le bout de l'encre fasse 5 fois la longueur du bateau et on essaie d'en mettre le maximum. On essaie de mettre la chaîne en tout cas, même si, je sais pas, il y a 2 mètres de fond, on essaie toujours de mettre toute la chaîne dans l'eau parce que c'est vraiment le poids de la chaîne et de l'encre qui fait le boulot. Et voilà, toujours vérifier le mouillage avant de démarrer l'activité, donc toujours vérifier que le bateau ne bouge pas avant de démarrer l'activité. Ok, super. Qui c'est qu'on appelle quand il y a un problème? Donc, on appelle le CROSS. Donc, le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés dans le sauvetage en mer. Donc, évidemment, on peut appeler le 18 si on veut, ou le 112, le numéro européen d'appel au secours. C'est juste qu'ils vont, à partir du moment où vous allez dire on est en mer, ou on est en train de plonger, ou on est en train de machin, ils vont tout de suite vous rediriger sur le CROSS, donc autant directement appeler le CROSS. Donc le CROSS, le numéro, c'est 196, ou si vous ne captez pas au téléphone, tous les bateaux sont censés être équipés d'une radio, et donc on peut faire le canal 16 à la radio. Et donc eux, leur taf, c'est de surveiller la navigation, les pollutions, organiser la recherche et le sauvetage. Ils ont des gros moyens, ils ont des hélicoptères et ce genre de choses, et des bateaux, évidemment. Et ils sont aussi capables de diffuser l'information d'un message d'alerte d'un bateau à d'autres bateaux qui sont aux alentours, puisque tous les bateaux sont, entre guillemets, localisés, géolocalisés. Et donc, du coup, ils peuvent lancer des alertes en fait, à des bateaux très précis pour aller sur site plus rapidement que les secours. En Bretagne, le CROSS qu'on a, c'est le CROSS Corsen qui est dans le Finistère. Alors, je sais que ça peut paraître loin, mais en fait, le CROSS, c'est vraiment le centre de routage des signaux d'alerte. Après, ils ont des équipes qui sont dispersées sur toute la côte et qui peuvent venir nous chercher. Je t'ai dit, l'hélicoptère, depuis le CROSS Corsen, donc il est Finistère Nord, pour aller à 5K, c'est vite fait, hein, c'est moins de 30 minutes, il peut être sur site depuis le Finistère, et c'est là-bas où est le caisson. Alors, on n'a pas de problème avec la pression, mais s'il y a un accident de plongée, en fait, et qu'il y a besoin de mettre quelqu'un sous pression dans un caisson, ça va très très vite. On peut aller vite aller chercher quelqu'un en hélicoptère et le ramener très vite à Brest. Ok. Bon, bref, retenez ça. Moi, je l'ai par défaut comme je ne suis pas toujours sûr d'arriver à retenir le numéro est dans mes contacts. Il y a écrit CROSS. Et où qu'on soit en France et même en Outre-mer, ce numéro-là marche. En Nouvelle-Calédonie, j'appelais le 196 et je tombais sur le CROSS Nouméa. Ça marche aussi à La Réunion, ça marche partout où il y a de la mer en France. Ok. On est bon là-dessus? Super. Le matériel pour faire une sortie en apnée en ACEL, il faut quoi d'après vous? Ceux qui sont déjà sortis sur un bateau et qui ont déjà fait les sorties verticalité, normalement, c'est facile pour vous. Hein, donc, allez-y. Un couteau. Un couteau? Ah, le premier truc auquel… Oui, alors, pas nécessairement pas nécessairement le matériel. Toi, tu fais une sortie demain entre ACEL. Vous allez faire une sortie verticalité. Il faut que tu t'assures qu'il y ait quoi sur le bateau avant que tu partes? Tout ce qui est oxygène et tout ça. Un quoi, tu dis? Tout ce qui est oxygène et matériel de… Ok, ouais. Tu penses à la sécu, c'est cool. C'est pas… Du coup, il y aura un directeur de plongée, donc ce ne sera pas ton métier de penser au bloc d'oxygène et tout ça. Sur un niveau expert, ce sera ton métier. Ce sera à moi de penser qu'il y a l'oxygène à bord. Mais c'est plutôt comment est-ce que toi, tu organises ton activité. Une bouée de visualisation? Ouais, une bouée, en effet, ouais. Qu'est-ce que Elle te sert à quoi, la bouée? À être vue.
Ouais, absolument. Alors, en effet, on peut avoir une petite bouée si on fait de l'exploration, mais si on fait de la verticalité, j'ai une bouée tout simplement sur laquelle c'est mon atelier, quoi. Et en effet, elle sert à la fois à être vue et à la fois à tenir mon atelier. Elle sert aussi à s'accouder quand on sort de l'eau. Elle sert à contenir le matériel de tout le monde, etc., etc. Donc, ça ressemble à ça, en fait, le matériel qu'on a, généralement, où il faut que vous assuriez que vous ayez ça avant de partir. Donc, généralement, donc on dit qu'on est parti plutôt sur de la verticalité. Si vous faites de l'exploration, en effet, vous avez besoin plutôt d'une petite bouée torpille avec rouge, avec le petit drapeau dessus. Mais si on fait de la verticalité, on a plutôt ce genre de choses. Donc, on a plutôt une grosse bouée avec du bout à l'intérieur. Le bout, idéalement, il est marqué comme ça, on sait à quelle profondeur on se met. Donc là, on voit qu'il y a les 4 petits traits, ça veut sûrement dire que c'est 40 mètres. J'ai un poids de fond qui sert à tendre le bout. J'ai une poulie qui me sert à déterminer la distance que je vais venir mettre. On a ce qu'on appelle un arrêtoir qui permet de ne pas se prendre le plomb dans la gueule. On vient tendre le plomb très bas et on va mettre un arrêtoir avant pour dire à l'apnéiste, bah, c'est la fin de la ligne, il ne va pas plus loin. Bon, des mousquetons pour venir attacher les trucs dans tous les sens. Et on a un élément, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ça, on appelle ça une longe. En Bretagne, on n'a pas la chance d'avoir une visibilité incroyable. Donc, on vient généralement s'attacher à l'atelier. Donc, c'est un truc qu'on met autour du poignet, autour de la cheville, idéalement le poignet, qui est scratché. Donc, ça se défait rapidement s'il y a besoin. Et il y a un mousqueton qui suit le filin qui est tendu. Donc, on vient descendre dessus. Le mousqueton est plus petit que l'arrêtoir, ce qui fait que le mousqueton s'arrête tout seul si on a les yeux fermés ou qu'on n'y voit pas sous l'eau, et qu'il évite qu'on se prenne ça dans la tête. Ça ressemble à ça. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dessus, la longe, etc., etc. Et nous, quand on s'installe sur le bateau, les ateliers, ça ressemble généralement à ça. On a le sens du courant qui détermine l'orientation du bateau. On va venir tendre un bout derrière. Le courant va faire en sorte de pousser la bouée. On va attacher un autre bout entre les bouées et on peut en avoir comme ça 3 ou 4 à la fois. Je crois qu'on a 3 bouées au club et moi j'ai la mienne que je peux ramener si on est plus que ça. On essaie de faire en sorte que les ateliers les plus profonds soient les plus proches du bateau. C'est généralement eux sur lesquels il y a plus de chances qu'il y ait des problèmes. Donc on a les ateliers plus profonds ici et les ateliers moins profonds là. Donc on a les gens un peu plus expérimentés sur les premières bouées et les débutants un tout petit peu plus loin. On voit la longe ici, donc la longe s'accroche autour du poignet et il y a un mousqueton autour du bout. Et ça, c'est la vue du fond. Donc il y a le plomb, il y a l'arrêtoir qui est bien avant ici. Et en gros, la longe, elle vient se stopper avant qu'on puisse rentrer à l'atelier. Donc c'est comme ça que ça marche. Si vous montez sur le bateau, vous verrez bien comment on organise ça. Et en tant qu'ACEL, moi, je vous demanderais en gros de venir installer, donc de venir faire en sorte que vous avez bien tout le matériel avant qu'on parte. Je repasserai derrière vous pour être sûr, hein, mais et je vous demanderai de venir installer les bouées convenablement, déterminer quel groupe sera sur quelle bouée en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire, etc., etc. Ce sera dans vos prérogatives de faire ce genre de choses. Nous, on choisit le site, on s'assure qu'il y a bien l'oxy à bord, qu'il y a le drapeau de plongée, machin. Donc, on vous dira, OK, les ACEL, vous êtes autonomes, vous installez les 3 bouées, les palanquets, c'est ça, et c'est parti. OK, alors le matelotage, on va passer, mais bref, il y a plein de à faire. Il y en a plein, il y en a 6. 1, 2, 3. Tout ce qu'il y a. Donc, il y a un nœud de taquet pour venir accrocher l'ancre sur le bateau, un nœud d'amarre pour venir accrocher une amarre sur le bateau si on n'a pas de taquet, de quoi accrocher le plomb du fond, accrocher 2 bouts ensemble, etc., etc. Et ranger le bout, une petite chaînette anglaise ou la patte de chien. L'organisation. On va zapper cette partie-là et on va voir comment est-ce qu'on avance sur le temps et j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que c'est une partie qui n'est pas nécessairement hyper marrante et on va voir combien de temps on a. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. OK. Oui. Là, on a juste parlé pour le moment, entre guillemets, de choix du lieu, de comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a de la sécurité sur la météo, qu'est-ce qui se passe, qui c'est qu'il faut qu'on appelle. On n'a pas parlé du point qui est organiser la sécurité. Donc, on va dire que le RIFA, comme le RIFA est obligatoire dans la CEL, il va vous donner tout ce qu'il y a besoin de faire en tant que les gestes sur un apnéiste. Donc, moi, je ne me concentre pas du tout là-dessus, voire même je m'en fous parce que c'est le job du RIFA de le faire. Moi, ce que j'ai besoin que vous sachiez faire, c'est organiser la sécurité. Et donc, ce que je vais vous donner, c'est des outils d'organisation. Donc, ce n'est pas lié à l'apnée, c'est juste des trucs d'organisation qu'on peut appliquer sur l'organisation du travail, l'organisation des événements,
On sort en bateau dimanche, en gros, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, quoi. Et comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne va rien oublier et que quand on va être sur le bateau et qu'on va être parti, tout est en place et il n'y a pas de stress qui va être lié à ça. Donc, on ira aborder cette partie-là un poil plus tard. OK, environnement. Quelle heure il est? 20h20. On est bon. Hop. Alors, environnement, toujours pareil, on prend le MFA, qu'est-ce qui est écrit? Et on fait des slides. Donc, il y a écrit « Avoir des connaissances en matière d'environnement ». Merci. Donc, il y a écrit « Connaître les principes des éco-gestes, savoir comment les mettre en œuvre pour la mise à l'eau, le choix de la zone, le comportement, l'utilisation du matériel, la connaissance des autres usagers du milieu, blablabla, blablabla. » Bon, c'est du bon sens, hein, mais je suis malheureusement obligé de vous le dire. En gros, c'est jetez pas les trucs dans l'eau, ramassez rien au fond. Enfin, sauf si la séance, c'est de ramasser les trucs au fond, genre des déchets, ou si on sort pour aller choper des araignées, oui, on a le droit d'aller choper des trucs au fond. Mais globalement, c'est du bon sens. Bon, respecter les sites naturels, donc on essaie de ne pas aller taper sur le corail avec ses palmes. On n'emmène pas de bouffe avec soi pour essayer d'attirer les poissons. On ne fait pas de feeding. On n'essaie pas de mettre la pression aux poissons qu'on croise avec des lampes dans la gueule, des coups de flash, leur couvrir après, ce genre de choses. Et si l'air est protégé, on essaie de. Enfin, c'est pas on essaye, c'est on respecte les règles des aires protégées. Encore une fois, c'est du bon sens. Je pense que tout le monde ici est capable de faire ça. Mais malheureusement, je suis obligé de vous les donner. Un truc, les plongeurs sont globalement assez gourmands en flotte douce. Donc, essayez d'avoir ça en tête. Idéalement, on utilise des bacs de rinçage le plus possible. On en a au club un bac de rinçage. Idéalement, on se douche avec la combi qui traîne dans la douche pour pouvoir faire une pierre de coups. Si on a les moyens de ne pas utiliser de l'eau potable pour rincer sa combi, c'est mieux. Enfin, bref, essayez de faire gaffe à la ressource de l'eau. Attention à la pollution. Surtout quand on met les combis, on a du savon et généralement ça va dans la mer. Il y a des savons qui sont biodégradables. Ça se trouve très facilement en supermarché. C'est écrit dessus, biodégradable, ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas d'impact sur l'eau de mer. Donc il n'y a pas de solvant chimique important dedans. Et ça marche comme du savon normal, ça glisse aussi bien que n'importe quoi. Donc vous pouvez essayer de faire gaffe à ça. Un autre gros dame, alors qui n'est pas trop présent chez nous, encore que, il y a des crèmes solaires aussi qui sont biodégradables, parce que le principe de la crème solaire, c'est quand même d'éviter que le soleil passe à travers. Et s'il y a beaucoup de crème solaire dans l'eau, ça vient se mettre à la surface de l'eau et ça empêche le soleil de rentrer dans l'eau. Et ça empêche du coup certains organismes de prospérer, en particulier les organismes qui se basent sur la photosynthèse, comme les algues et les plantes. Donc pareil, il y a des crèmes solaires biodégradables dans l'eau qui existent. On peut trouver ça merde, comment ça s'appelle Biocop et ce genre de choses. Ça coûte évidemment un peu plus cher, mais si on se met à l'eau, ça vaut le coup de venir mettre ça. Et évidemment, prendre soin de son matériel, essayer de ne pas faire tomber des trucs parce qu'une ceinture de plomb, c'est lourd, en particulier sur un pied. Si ça tombe au fond, ça peut tomber sur les copains aussi. Faire attention au néoprène, de ne pas le laisser au soleil pour pas qu'il crame et qu'il fonde. Ça m'est déjà arrivé, moi, de laisser une combi au soleil et les deux côtés ont fondu ensemble et je n'ai plus jamais réussi à la réouvrir. Et essayer d'être un petit peu économe avec son matériel, de le faire réparer plutôt que de économiser l'énergie, le tri sélectif, respecter les mailles, blablabla. Bref, tout ça, c'est du bon sens. Hop. La biodégradabilité en mer, globalement, la règle, c'est on jette rien à l'eau. Même si c'est une pomme, un pépin, de machin, de trucs. Dans tous les cas, en fait, vous allez impacter l'écosystème si vous jetez quelque chose qui ne fait pas partie du milieu. Donc, on essaye le plus possible de ne pas jeter les trucs à la flotte. Même si on se dit, ah, mais ça va, c'est juste un trognon, un machin. Gardez ça dans votre sac et vous le jetterez, vous le mettrez dans le compost chez vous. Ça donne un petit peu une idée de combien de temps ça met à se dégrader dans l'eau, la plupart des choses. Donc, des petits trucs comme un anneau de canette, c'est 400 ans, par exemple. Juste pour vous donner une idée. Ou des couches, c'est 400 ans aussi. Donc, de manière générale, on essaie de tout garder pour soi. Le cas particulier du verre,
Est-ce qu'il est là, le verre? Bouteille en plastique. Non, je crois que je me suis assuré de ne pas mettre un slide où il y avait du verre dessus. D'habitude, sur ces slides-là, j'ai dû l'enlever moi. Il y a écrit le verre 2000 ans. Alors oui, c'est vrai que le verre, ça met vachement de temps à se dégrader dans l'eau. Alors, je dis pas qu'il faut jeter du verre dans l'eau, hein, mais je dis juste que accessoirement, le verre, en fait, c'est pas un process chimique. Le verre, on a juste fait fondre du sable et c'est devenu de la silice. Donc, c'est neutre, en fait, le verre. Encore une fois, c'est pas une raison pour jeter du verre dans la mer, mais tout ça pour vous dire que oui, on vous dit toujours, ah, le verre, il faut 2000 ans pour que ça se dissémine. Quelle horreur, quelle horreur. Pour de vrai, vaut mieux avoir jeté du verre dans l'eau que un sac plastique qui fait 20 ans. Parce que le sac plastique, pour le coup, ça va faire des microplastiques qui vont être ingérés par les animaux. Alors que là, du silice, du silice, il y en a plein il y en a plein dans la mer, c'est du sable. Ça va revenir du sable et c'est pas toxique ou nocif pour les animaux. Donc, bon, bref, c'est un tout petit point de détail, mais c'était juste parce que généralement, sur ces schémas-là, on voit toujours des trucs en vert. OK. On est bon avec ça aussi? Ouais. Super. Allez, la bio. Tac. Bio. On nous dit, connaissance de la CEL, avoir des connaissances en matière de biologie. Yeah! Des connaissances. Et en l'occurrence, là, on me donne même un peu plus de détails. On me dit des connaissances très succinctes sur les espèces les plus communes et la compréhension du vivant. Donc, très succincte, c'est à moi d'interpréter tout ça. Alors, un petit mot sur déjà le milieu sous-marin. Il y a 2 grosses zones dans le milieu sous-marin. Et on va surtout s'intéresser à une en particulier, parce qu'en Bretagne, c'est surtout sur une sur laquelle on traîne. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la zone benthique? La zone benthique, c'est tout ce qui comprend la surface de la Terre et quelque chose qui n'est pas très loin de la surface de la Terre. Donc, en gros, c'est tous les endroits où il y a des rochers, sur lesquels les animaux se fixent, sur lesquels les algues se fixent, sur lesquels les plantes se fixent, sur lesquels les coraux se fixent. Et c'est globalement là où toute la vie a lieu, quoi. Et donc, ça peut aller aussi profond que la fosse des Mariannes, 11 000 mètres. Et donc, il y a des animaux là au fond. Alors, évidemment, nous, on ne peut pas aller les voir en apnée, ça commence à faire un peu long pour nous. Enfin, même là, ça commence à faire un peu long pour nous. Mais le long de ces surfaces-là, il y a du monde. Alors, évidemment, plus on descend et moins il y a du monde. Donc ça, c'est la partie benthique et ça a des noms en fonction de la profondeur à laquelle on va. Bref, on s'en fout un peu. Et après, il y a la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la partie de pleine eau et c'est ce qu'on appelle la partie pélagique. Donc, pélagique, c'est généralement les endroits où il y a les poissons qui migrent ou les mammifères qui migrent, typiquement des baleines, des requins, des espadons, donc tout ce qu'on appelle les espèces pélagiques. Et il y a aussi des espèces toutes petites qui ne contrôlent pas leur déplacement, comme les méduses ou le plancton. C'est aussi des pélagiques et eux, ils sont juste drivés par le courant. Donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, et ce qu'on fait surtout quand on fait une exploration, on part rarement dans le bleu, surtout en Bretagne, hein, on part rarement dans le bleu et descendre à 20 mètres et se dire, si j'ai un peu de chance, je vais tomber sur un truc, parce que globalement, je ne veux pas tomber sur grand-chose. Donc, on vient plutôt se mettre là où il y a de la terre, et là où il y a de la terre, il y a de la vie, et là où il y a de la vie, il y a des choses à voir. Hop. Et donc, dans cet espace-là, l'espace benthique, il y a ce qu'on appelle des littoraux. Donc, les littoraux, ils ont des noms différents en fonction de la profondeur à laquelle on va. Mais tout ça pour dire qu'il y a la partie supralittorale. Donc, la partie supralittorale, c'est tout ce qui est en haut du niveau de la mer, donc plus haut que la plus haute des pleines mers. Il y a ce qu'on appelle le médio-littoral, donc qui est là un petit peu l'endroit où il y a des conditions de vie extrêmes, puisque la moitié du temps, il y a de l'eau et la moitié du temps, il n'y a pas de l'eau. Donc, on a des espèces résilientes qui viennent se mettre ici, typiquement les huîtres, les praires, les palourdes, les crabes, etc., etc. Donc, ils peuvent vivre dans les deux milieux sans trop de problèmes. Et après, on rentre dans la partie qui nous intéresse un petit peu plus, qui est la partie infralittorale, donc qui est de 0, donc le niveau de la mer, jusqu'à environ 40. Pourquoi 40? Parce qu'après 40, en fait, la lumière du soleil, c'est le cours de physique, le premier cours de physique, ne peut plus passer et du coup, il n'y a plus de photosynthèse. S'il n'y a pas de photosynthèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algues et de plantes, donc il n'y a pas de végétaux. S'il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas la chaîne basse de la chaîne tropique de l'alimentation.
Et du coup, s'il n'y a pas les chaînes basses, il n'y a pas les chaînes moyennes, il n'y a pas les chaînes hautes et il n'y a pas les super prédateurs. Donc, généralement, toute la vie se concentre entre 0 et 40. Après, évidemment, il y a toujours des trucs un petit peu plus bas. C'est juste que c'est moins fréquent. C'est moins sûr qu'on puisse facilement les voir. Et puis, comme je vous disais, du coup, il n'y a pas tout l'écosystème qui peut se former pour la photosynthèse. Hop. Alors, justement, qu'est-ce que on peut voir sous l'eau? Donc, sur Terre, on a environ 2 millions d'espèces qui sont répertoriées. Mais pour de vrai, on estime qu'il y en a plutôt entre 5 et 100 millions, ce qui fait un sacré écart type, hein, d'ailleurs, entre 5 et 100 millions. Mais bref, tout ça pour dire qu'on connaît à peine la moitié des espèces qu'il y a sur Terre. C'est sûr qu'on ne va pas découvrir un nouveau lion demain. On va sûrement, si on découvre un nouveau truc, c'est plutôt une punaise ou une fourmi, quoi. Ou voire même un truc beaucoup plus petit que ça. Évidemment que les mammifères et tout ça, on les a probablement tous répertoriés. C'est plutôt du côté des insectes qu'il faudrait se pencher si on voulait aller chercher ce qui manque. Sur ces 1,8 million, il y a un demi-million de végétaux. Donc, pardon, espèces, c'est espèces vivantes. Hein, donc, ça veut dire le platane qui est en bas de chez vous, il compte. Hein. Le platane, le lion, la fourmi, tout ce beau monde. Nous aussi, d'ailleurs. Donc, 500 000 de végétaux, 1,3 million d'animaux, dont quand même 75% d'insectes. Et sur ces 1,3 million, il y a environ 240, pardon, sur ces 1,8 million, pardon, il y a 240 000 espèces marines connues. Donc, il y a deux types d'espèces marines, les végétaux, donc algues et plantes. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Littéralement, il y a quatre choses qui sont végétaux dans la mer. Enfin, 5. Mais ça s'arrête vraiment là. Donc, on va pouvoir toutes les lister. Et tout le reste, c'est des animaux. Qui teste, le corail, c'est un animal ou c'est une plante? Une plante? Non, c'est un animal. C'est une plante, c'est ça que tu as dit? Non, un animal, je me suis trompée. Un animal. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une plante? Ok. Est-ce qu'une gorgone, le gorgone, c'est ce qui ressemble à un petit arbre sous l'eau là, est-ce que c'est une plante ou c'est un animal? Je dirais une plante pour le coup. Eh ben, c'est un animal. Est-ce qu'une éponge, typiquement les éponges qu'on a dans notre cuisine, mais qu'on peut retrouver dans certains fonds en Méditerranée, c'est une plante ou un animal? Plante. C'est un animal. Ok. Globalement, tout est un animal, à l'exception de 5 trucs qu'on va venir voir. Ok, les végétaux marins. Donc, les végétaux, il y a un herbier. Alors, les herbiers, on n'en a pas chez nous, mais c'est plutôt des trucs qu'on va retrouver en Méditerranée. Donc, vous voyez, les herbiers, c'est ça. Donc, typiquement, ça ressemble à de l'herbe. Hein. Et ça fait même des fleurs. C'est à faible profondeur, on va dire en dessous de 10 mètres. Et c'est le truc dans lequel les tortues viennent se cacher. Alors, pas en Méditerranée, mais il y a plein de poissons qui viennent se cacher là-dedans, etc., etc. Donc, ça, c'est une plante qu'on va retrouver dans le sud de la France en grande quantité. Et chez nous, on va retrouver surtout des algues. Les algues, elles sont de 3 types, vertes, brunes, rouges. Donc, tous les laminaires et les trucs comme ça. Donc, les laminaires, c'est ces longues algues qui partent du fond et qui vont à la surface. Ça, c'est des algues. On dit laminaire, mais en fait, pour le vrai, c'est une algue brune. Et le dernier truc qui n'est pas cité, c'est du phytoplancton. Donc, c'est toutes les petites graines d'algues, le pollen d'algues, en gros, le pollen de Posidonie, qui est dans l'eau et qui est mangé par tous ces animaux qui mangent du plancton, comme les raimentas ou les poissons, ou les baleines, ou les requins-baleines. Donc, ça, c'est les végétaux, point barre. Tout le reste, absolument tout le reste, c'est que des animaux. Juste un petit rappel sur les végétaux, ça a juste besoin du soleil, ça fait de la photosynthèse, ça utilise le dioxyde de carbone et en gros, ça fait ces substances végétales à partir de la lumière du soleil et le dioxyde de carbone qui est dans l'eau. Ok. Et tout le reste, du coup, c'est des animaux marins. Donc, sur cette photo-là, on voit qu'il y a des coraux pieds de poule. Bon, un requin, du coup, c'est dur de le louper. Tout ça, sur cette image, il n'y a que des animaux. Les coraux, c'est des milliers, c'est une colonie d'animaux. Hein. C'est des milliers d'animaux qui sont connectés les uns avec les autres. Là, sur un petit truc, il y a pas des milliers d'animaux. Donc, milliers d'animaux, ça veut dire qu'ils ont un système nerveux. Ils n'ont pas nécessairement tous des yeux et ce genre de choses, mais ils ont un système nerveux, ils ont le minimum syndical pour être considérés un animal. C'est-à-dire, ils tirent leur énergie de composés organiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger, ou en tout cas de filtrer, ou en tout cas de tirer de l'énergie de quelque chose.
Et ils sont mobiles d'une manière ou d'une autre. Alors, mobile, évidemment, que le corail, c'est pas hyper mobile, hein, c'est juste un cil qui bat. Et alors que le requin, évidemment, lui, c'est très clair ce qui est mobile là-dessus. Ça, c'est des tuniciers, donc pareil, c'est des animaux. Ça, c'est des gorgones, enfin, c'est des animaux aussi. Mais c'est pareil, c'est des colonies d'animaux. Là, les tuniciers, chaque tube est un animal. Je crois qu'ils partagent un système digestif, si je me souviens bien. Les cours de bio sont assez loin. Et les gorgones, ouais, c'est une colonie de plein de petits animaux qui sont connectés les uns avec les autres et qui grossissent en symbiose. On va pas rentrer trop dans le détail de ça, mais en gros, les animaux, on vient les classer selon plusieurs catégories. Donc, il y a la principale catégorie qu'on va utiliser déjà, c'est comment est la symétrie d'un animal. Nous, par exemple, on a un gauche-droite, quoi. On est à peu près symétrique, à quelques exceptions près, on est à peu près symétrique gauche-droite. Mais il y a des animaux, typiquement une anémone ou une méduse, c'est pas une symétrique gauche-droite, c'est symétrique autour d'un axe. C'est-à-dire qu'on peut mettre un axe au milieu et on peut tourner autour et on peut répéter le même schéma à intervalles réguliers autour. Donc, c'est ce qui est composé, c'est comme ça qu'est le corail, c'est comme ça qu'est une anémone, c'est comme ça qu'est une méduse. Donc, on va aller rechercher la symétrie et s'il n'y a pas de symétrie, on tombe dans ce qu'on appelle les spongiaires, donc typiquement les éponges. Et dans les bilatéraux, donc tout ce qu'il y a en gauche-droite, après on va rentrer dans les poissons, on va rentrer dans les mammifères, on va rentrer dans ce qu'on appelle les reptiles. Enfin, les reptiles, ce n'est pas une classe, c'est un truc un peu fourre-tout, on ne sait pas où mettre les choses qui ont le sang-froid. Mais pour de vrai, les tortues et les lézards ne sont pas nécessairement liés dans la classification simplifiée des animaux. Gauche-droite, il y a aussi les étoiles de mer qui ont un gauche-droite. Et je sais que vous pouvez, enfin, un truc qu'on pourrait dire, mais c'est pourquoi est-ce que c'est pas axial? Une étoile de mer, si vous la retournez, on voit bien en fait dessous qu'il y a un gauche-droite très précis. Et c'est pareil qu'un oursin. Un oursin, si on le retourne, on voit qu'il y a un gauche-droite. Et si on les coupe en deux, accessoirement, on pourrait voir en fait que les organes aussi sont disposés avec un gauche-droite. Alors, ils n'ont pas de poumons, mais ils ont une symétrie à l'intérieur de leurs organes aussi. Donc, étoiles de mer, les mollusques, donc les araignées. Non, c'est les crustacés, les araignées. Les mollusques, donc les pieuvres, les moules, les huîtres, les petites limaces de mer qu'on a dans l'eau. J'ai oublié le nom des. Bulots. Des comment? Des bulots? Ouais, alors les bulots, oui, mais tu sais, il y a aussi des petits Les concombres. de coquilles qui sont de toutes les couleurs et qu'on trouve un petit peu dans les tropiques. J'ai oublié leur nom, mais c'est pas. Tout ça. Les concombres de mer? Les concombres de mer, ils sont dans la partie. C'est une bonne question, je ne sais plus, il faut que je vérifie, mes cours de bio sont loin. Bonne question. Si quelqu'un veut bien vérifier dans quelle catégorie sont les concombres de mer, je suis preneur. Et après, il y a les arthropodes, c'est-à-dire qu'ils ont 8 pattes, donc comme par exemple les crevettes, les araignées, les crabes, les homards, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs classes dans lesquelles on vient mettre des animaux, et parfois, même si les animaux ne se ressemblent pas, comme par exemple le corail et une méduse, ça ne se ressemble pas du tout. Pourtant, ils font partie de la même famille parce que certains de leurs traits sont similaires. Symétrie bilatérale pour le concombre, apparemment. Symétrie bilatérale, donc c'est sûrement un mollusque alors. Deux pôles antérieurs et postérieurs. Ouais, ça a une bouche et un cul. C'est ça que ça veut dire. Merci pour la traduction. Est-ce qu'ils le mettent? T'as pas la catégorie? T'es sur la page Wikipédia? Non, c'est FAO, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Si quelqu'un a envie d'aller sur Wikipédia juste pour me dire dans quelle catégorie ça se place. Du coup, les grandes catégories, si on veut venir les nommer, donc on a les cnidaires. Donc les cnidaires, c'est tout ce qui, entre guillemets, tout ce qui pique. Donc les méduses, ça pique. Le corail, ça pique aussi, hein, accessoirement. Alors nous, notre peau, elle est tellement épaisse que si on met notre main, alors il ne faut pas mettre sa main sur le corail, mais si par accident on met sa main sur le corail, on ne va pas trop trouver trop embêté, encore qu'il y en a certains qui sont un peu violents. Il y a les corails de feu, par exemple, qui sont capables d'aller attaquer la peau humaine. Mais en gros, c'est recouvert de petits pics et dès que vous allez poser une surface dessus, ils vont tout de suite lâcher leur dard et dans le dard, il y a du poison et ça sert à venir faire de la prédation. Les anémones aussi sont, alors pareil, touchez pas les anémones, même si c'est marrant à faire. Une anémone, ça colle sur le doigt et si on sort son doigt doucement, en fait, on voit qu'il y a des petits, ça accroche comme du scratch en fait sur la peau.
Il y a les spongiaires qui filtrent de l'eau, il y a les échinodermes, c'est en gros tout ce qui a une tête dessus et un cul derrière, donc en gros les oursins et les étoiles de mer, Et les mollusques. les concombres. Comment tu dis? Du coup, les concombres, de ce que je vois. Ah, les échinodermes aussi? Ouais, ben voilà, ok. Voilà, ils ont une tête dessus et un cul derrière, exactement. Les mollusques, dans lesquels rentrent, comme je disais, les moules, les huîtres, les escargots et ce petit animal de toutes les couleurs dont j'ai oublié le nom. Des nudibranches. Les arthropodes, donc ça c'est facile, les crevettes, les crabes, tout ce qui est coquilles pour se protéger. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, on a deux genres. On a les poissons qui sont osseux. Osseux, c'est-à-dire que ils ont des arêtes. Et c'est des trucs qu'on est obligé d'enlever quand on les bouffe. Et on a les poissons qui n'ont pas d'os, qui ont à la place du cartilage, donc qui n'ont pas nécessairement une colonne vertébrale qui est faite de calcaire, mais qui est faite de cartilage et qui est beaucoup plus souple. On fait rentrer là-dedans les raies et tous les requins. On a les mammifères, pareil, c'est une espèce fourre-tout, mais c'est juste pour dire qu'en gros, ils allaitent leurs petits. C'est quoi le point commun des mammifères? Ah, ils ont le sang chaud, ils allaitent leurs petits. Et les reptiles, tous les trucs qu'on s'en froid. Donc ça, c'est les grandes catégories. Et donc tout ça pour vous dire que globalement, tout ce qu'il y a sous l'eau, la grande partie de tout ce qu'il y a sous l'eau, même les tout petits micro-organismes, c'est des animaux. Et c'est ça qui est assez fou, parce que contrairement à sur Terre, on a autour de nous surtout des végétaux et parfois quelques animaux. Sous l'eau, on a surtout des animaux. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas hyper intéressant d'aller regarder des spongiaires. Il y a une bonne raison pour laquelle on croit que ça, c'est plutôt des végétaux plus que des animaux. Mais sous l'eau, pardon, c'est des animaux. Donc, quand on va sous l'eau et qu'on dit ah putain, j'ai rien vu, c'est faux. En fait, il y a des millions de choses à voir, mais c'est vrai que c'est pas toujours c'est plus intéressant. Ok, pour aller plus loin, il y a un docu d'Arte que j'adore qui s'appelle Espèces d'espèces, qui repart sur l'arbre et qui vous montre, alors qui fait les mammifères, qui fait les animaux sur Terre et les animaux marins, qui est vraiment très cool. Il y a le site de la Fédération, il y a une base de données qui répertorie toutes les espèces. Et pour retrouver un poisson, on prend généralement le nombre donc la couleur, évidemment la forme, les morphotypes, est-ce qu'il est plutôt allongé, est-ce qu'il est plutôt gros, est-ce qu'il est plutôt large, combien il y a de nageoires. Et en gros, il y a un petit questionnaire où on peut aller choisir il est de quelle couleur, je ne suis pas sûr, il est de quelle forme, je ne suis pas sûr, il y a combien de nageoires, je ne suis pas sûr, blablabla. Et ça permet de converger pour retrouver qu'est-ce que c'est. Et évidemment, passez vos niveaux de bio. C'est une spécialité de la fédération. Il y a juste besoin d'avoir votre premier niveau de plongée d'apnée. Il n'y a même pas besoin d'être plongeur bouteille. Et vous passez au niveau de bio et on va vous apprendre chacune de ces catégories-là, comment les reconnaître, qu'est-ce qu'on voit en Bretagne, où c'est qu'on les voit, qu'est-ce qu'ils mangent, et en fonction de l'heure de la journée, où est-ce qu'ils sont. Ça permet d'être vachement plus alerte quand on va dans l'eau pour savoir qu'est-ce qu'on peut chercher. Alors, surtout si on chasse, en l'occurrence, être plongeur bio quand on chasse, c'est super. Mais bref, c'est une option qui existe en Bretagne. En plus, à Rennes, ils sont hyper dynamiques, les gens qui organisent ça. Donc, je ne saurais que vous recommander d'aller faire les cours de biologie. Il y a 2 niveaux de bio qu'on peut passer et encore une fois, il y a besoin juste de votre premier niveau d'après. Et ça, c'est à travers le club Casar ou c'est à travers le C'est département? au département. C'est au département, mais en septembre, tous les ans, normalement, on t'envoie la réunion d'information de la commission bio, parce qu'il y a des gens dans le Casar qui font partie de la commission bio. Je crois qu'on a même la présidente de la commission bio départementale qui est chez nous. Et on t'envoie les dates avec les agendas et tu peux aller faire un petit peu les cours à la carte si tu es plus intéressé par, je sais pas, si tu n'as pas envie de passer ton niveau, mais que tu as envie d'en savoir plus sur les poissons ou les échinodermes. Tu as les dates de chacun des cours et tu y vas. C'est un cours de 2 heures. Généralement, la personne, elle est spécialisée. Il y a beaucoup de scientifiques océanographes en Bretagne, donc c'est souvent des mecs qui bossent en plus là-dedans. Et c'est vraiment moi, j'ai passé mon premier niveau et c'était vraiment passionnant. Ok. Le premier niveau, c'est des silos verticaux, c'est-à-dire qu'on fait chacune des espèces. Et le deuxième niveau, c'est des silos horizontaux, donc on fait, je sais pas, genre l'habitat des animaux, et donc on vient voir comment est-ce que les espèces, où est-ce que les espèces logent, et comment est-ce qu'elles interagissent les unes avec les autres. Il y a un truc, c'est l'alimentation, après il y a la sexualité et la reproduction, etc., etc. Il y a des cours transverses à partir du deuxième niveau. Ok, allez, on va repartir sur la dernière 20h45, on va essayer de faire un peu vite. On va partir du coup sur l'orga. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Et bien, on continue là. Ok, alors, on revient juste sur le deck qui était organiser la sécurité de votre activité. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui font ça au quotidien, qui organisent des trucs, même organiser une fête en fait.
organiser un événement, genre typiquement, on organise une sortie à Civo, on organise une sortie bateau, on organise une commande groupée. C'est des trucs que moi, je fais beaucoup. Et en fait, j'ai beaucoup d'outils. Je ne l'utilise pas aussi précisément que ça, mais on prend en fait des bonnes habitudes ou en tout cas des bons réflexes à partir d'un certain moment. Et si vous faites ça dans votre métier, vous allez sûrement retrouver des points communs. Ce que je veux juste vous donner, c'est si vous ne savez pas faire ça, ou si vous pensez que vous êtes nul là-dedans, je veux juste vous donner un outil que moi j'aime bien, que je trouve cool, qui permet généralement de balayer assez large tout ce qu'il y a besoin de faire et de s'organiser après derrière. Dans tous les cas, les points clés, c'est évidemment, on ne s'y prend pas au dernier moment, parce que y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de gens à synchroniser généralement pour que ça se passe bien. Il faut identifier tous les aspects. Ça, c'est la partie qui, c'est bien sympa de le dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Il faut mettre en place, pareil, c'est bien sympa de le dire, mais comment on fait ça? Et pas hésiter, si à un moment, on n'a pas la compétence, de venir déléguer. Quand j'ai fait, par exemple, les cours d'ACEL en Calédonie, j'étais là depuis 6 mois, je ne me suis pas senti, de faire le cours sur la météo, de faire le cours sur la biologie, parce que c'était des milieux que je ne connaissais pas. Donc, j'ai demandé à des gens dont c'était la spécialité de venir et de faire le cours pour moi, par exemple. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Ce n'est pas parce qu'on met en place une organisation que c'est à vous de tout faire. Et c'est généralement des trucs qu'on oublie. OK. Un outil. Alors, il y a plein d'outils qui existent. Il y a plein de bouquins qui existent sur l'organisation, machin. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Moi, un que j'aime bien, il s'appelle QQOQC Occupé, normalement. QQOQCCP. Ouais, OK. Elles ne sont pas mises dans l'ordre, mais vous avez juste à copier et coller ça quelque part sur un post-it. Et ça, c'est des premières lettres de questions à se poser. Donc, ça permet. Donc, c'est un outil d'organisation. Vous allez le trouver. C'est une page Wikipédia. Il y a tout un historique sur à quoi ça sert, d'où ça vient, machin. On ne va pas rentrer dans le détail de ça. Mais c'est des questions à se poser qui vont vous permettre de identifier tous les aspects qu'il y a besoin pour organiser une activité. Donc, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Je pense que je les ai listés juste après derrière. Et si vous vous posez, donc admettons, on a besoin d'organiser une sortie, on a besoin demain d'aller organiser une sortie avec des apnéistes. Pour que ça se passe bien, alors pas demain, mais peut-être dans 2 semaines, ce sera un petit peu plus viable. On vient en fait se poser toutes ces questions-là, on vient essayer d'y répondre. Donc qui, ça veut dire pour qui ou avec qui, pour le compte de qui. Donc en l'occurrence, c'est pour le club, avec des apnéistes, pour qui, pour des gens qui passent des niveaux. Donc généralement, on met des noms de personnes, personnes physiques ou personnes morales derrière tout ça. Quoi? Donc quoi, avec quoi, en relation avec quoi? Donc on va faire une sortie verticalité. Avec quoi? Avec des bouées, j'imagine, avec un bateau, avec un pilote, avec un directeur de plongée, avec des binômes, avec du matériel. En relation avec quoi? En relation avec un niveau. Donc, ça veut dire que la relation avec le niveau, c'est que c'est profondeur 15 mètres, il faut qu'on emmène la gueuse, etc. etc. Où, donc, où c'est les endroits, d'où on part, où est-ce qu'on va, c'est quoi le cap, quelle route il faut qu'on prenne pour y aller, d'où partent les gens, etc. etc. S'il y a du covoiturage, machin. Quand, donc tout ce qui est temporalité, à quelle heure on part, etc. etc. C'est quoi les conditions à réunir, donc comment, les conditions météo qu'on a envie d'avoir, les conditions de bateau, qu'est-ce qu'on s'autorise, combien, donc c'est tout ce qui est relatif à des durées ou à des quantités, donc combien il faut de bouées, combien il faut de gouttes, combien il faut de personnes à bord du bateau pour que machin, combien ça coûte, ouais, enfin tous des trucs comme ça, et pourquoi, donc c'est quoi le facteur déclenchant, en l'occurrence, c'est on veut faire une sortie, machin. Donc, évidemment que on n'a pas, les questions, c'est à chaque fois, il y a des 3 petits points. Le but du jeu est d'aller creuser au maximum sur chacun des points de quoi on a besoin. Évidemment que les premières fois, c'est jamais parfait, c'est des trucs qu'on affine, on se retrouve sur le bateau, on se dit « Ah putain, j'ai oublié les tubas, machin ». Ok, c'est pas grave, je me mets une petite note pour la prochaine fois de le matériel, ça comprend ça, je me fais des listes. Et c'est le truc qu'on affine, c'est juste pour vous donner un espèce de point de départ de qu'est-ce qu'il y a besoin de faire. On n'a pas trop le temps de faire ça, mais réflexion en commun, on pourrait très bien dire, c'est un peu ce que j'ai fait là à l'oral, organiser une sortie verticalité en milieu naturel pour un groupe d'ACEL de votre club.
Voilà, qui, je sais pas, il faut au moins 6 personnes ou plus, un pilote, c'est fait pour le club, il faut quoi, les bouées, les combis, le bateau, l'oxy, machin. On fait ça, la sortie de la baie, fond de 20 mètres, abri tête du vent. Quand? Plutôt les week-ends et les jours fériés, où on met, quand il fera chaud. On ne veut pas que ce soit trop tôt, on ne veut pas que ce soit pendant les vacances, ou on veut que ce soit pendant les vacances. Les conditions à réunir, la pleine mer, le vent, les vagues, la température de dehors, la température de l'eau, etc., etc. Combien? Donc, c'est à la fois le prix, le nombre de gens, la temporalité de on se donne combien de temps de rendez-vous avant, combien de temps on va essayer de rester dans l'eau, et après, pourquoi on se perfectionner, travailler la chute libre, bref, c'est quoi les objectifs d'essence. Et à partir du moment où on récolte, donc en gros, on met ça sur un bout de papier ou sur son ordi, on met chacune des questions, on met des post-it sur un tableau, et une fois qu'on a ça, le but du jeu, c'est de venir l'organiser sur une temporalité. Admettons, la sortie elle est dans 2 semaines, on a tous ces éléments-là, on a plein de post-it, qu'est-ce qu'on fait de ces post-it et comment est-ce qu'on les organise? Et une fois que du coup on a répondu à toutes ces questions, il y a un autre outil, bon ça j'imagine que c'est un terme qui est commun à tout le monde, qui s'appelle le rétro-planning. En gros, c'est un échéancier inversé, c'est-à-dire qu'on dit c'est dans 2 semaines, et à partir de dans 2 semaines, on part en arrière jusqu'à la date d'aujourd'hui, et on essaie de venir mettre les post-it sur une temporalité. Les 6 ACEL, il me les faut à partir de quand? À partir de quand c'est critique qu'il y ait 6 personnes? Le pilote, il me le faut à partir de quand? Probablement que le pilote, et prévenir le club qu'on va prendre le bateau, ça vient bien avant que s'assurer qu'on a bien 6 personnes à bord du bateau. La bouée, la combinaison, le bateau, l'oxy, ça c'est typiquement un genre de truc qui va arriver le jour J. À la sortie de la baie, on va regarder les conditions météo peut-être 48 heures avant. Le fond de 20 mètres, pareil, on va regarder les conditions météo et abriter du vent peut-être 48 heures avant, c'est là où les bulletins météo commencent à être bien. Le camp, décider de la date si elle n'est pas déjà décidée. L'heure de rendez-vous, peut-être que c'est un truc qu'on vient fixer 4 jours avant. Bref, on est capable sur chacun de ces cartes-là de venir dire à quel moment on a besoin de le faire par rapport à la date de la sortie. Alors ça peut aussi être, c'est à la date de la sortie, voire même après. Peut-être que le paiement, par exemple, c'est quand on sort de l'eau. Peut-être que la certification, c'est 2 jours après parce qu'il faut avoir prévenu le club que les gens, ils ont validé leur machin, leur truc. Donc, c'est le temps 0, c'est la sortie. Il y a tout le temps qui est avant et potentiellement un petit peu de temps qui est après. Donc, en gros, on vient mettre une temporalité derrière et on vient assigner les tâches à quelqu'un si ce n'est pas nous qui les faisons. Et c'est nous qui les faisons, on vient se mettre des actions pour envoyer un mail, faire un récapitulatif. Typiquement, une sortie à Civo, moi, c'est 1 mois avant, j'ouvre le formulaire des inscriptions. 2 semaines avant, j'envoie le mail qui permet de faire le covoiturage, qui explique ce qu'il faut amener, machin. Il y a le groupe WhatsApp qui se met en activité, je ne sais pas, 6 heures avant. Et puis quand on est sur place, du coup, il y a le groupe WhatsApp pour rappeler les horaires, etc., etc. Alors évidemment, je me fais plus, j'ai tellement l'habitude d'y aller maintenant que je ne me fais plus tout ça. Mais au début, j'ai fait quelque chose comme ça pour savoir à quel moment il fallait que je fasse quoi pour que les gens puissent faire leur activité en sécurité et que tout soit là et qu'il n'y ait pas de stress. Bref, on ne vous demande pas nécessairement d'arriver à faire ça parce que vous êtes quand même vachement accompagné en ACEL, mais le niveau expert, clairement, lui, il vous demande d'organiser vous-même les sorties. Vous choisissez le site, vous faites en sorte qu'il y ait tout sur le bateau quand on part, vous installez les ateliers, vous faites le matelotage. Donc en gros, c'est un premier pas à l'étrier sur qu'est-ce qui vous attend. Donc là, pour la sortie, envoyer un mail au pilote du club 1 mois avant, par exemple. Organiser une visio avec le pilote pour lui dire comment sont organisés les ateliers s'il n'est jamais monté avec nous. C'est un truc qu'on fait 2 semaines avant. Vérifier la météo 24 heures avant. Envoyer un mail de remerciement au pilote 2 jours après, etc., etc. Hop, on ne va pas rentrer dans le détail. Pour aller plus loin, il y a, comme je vous disais, une page Wikipédia qui explique un petit peu l'histoire de ce truc-là. Et il y a des gens qui ont fait des cours sur QQOC et CP et qui vous donnent un petit peu d'autres modèles d'action sur vous avez besoin de faire quelque chose pour votre boulot, vous avez besoin d'organiser un anniversaire pour un pote, pour vos enfants, comment est-ce qu'on met ça en place. Et j'ai une vidéo très cool aussi sur les nœuds si vous avez envie de bosser les nœuds avant de venir en cours, mais sinon on les révisera nous à bord du bateau. Et ça conclut le cours. Il est quelle heure? Il est super, 8h55. Hop. Tac. Bon, c'est pas le cours le plus intéressant, j'en conviens, malheureusement, on est obligé de le faire. Et il est très divers en termes de contenu. Mais c'est obligatoire.
Est-ce qu'il y a des questions? Merci Nico pour la présentation. Est-ce que tu sais si la période à peu près de sortie sur le bateau? Oui, Ouais, on va. Il y a une sortie qui est officielle en juin. Vous pouvez déjà vous inscrire. Le 8, je crois, si je me souviens bien. je n'ai pas vu cette info. C'est passé où? Peut-être qu'il était fait. Ça a dû passer sur les. Ce qu'on a déjà fait passer. Peut-être que je n'ai pas encore envoyé le mail. Mais en tout cas, il y a un week-end. Je me dis qu'il y a 3 sorties qui sont prévues. Et je t'avoue, j'aimerais sûrement en faire une moi avant. Parce que là, déjà, l'eau était cool. Tu vois, on a pu rester 1 heure dans l'eau dimanche. C'était pas trop problématique, voire même 1 heure et demie pour certains sans avoir trop froid. Donc, je pense qu'on pourrait déjà même se mettre à l'eau un petit peu plus tôt. Mais oui, il y a un week-end d'apnée qui est prévu début juin. Je sais pas la date, je peux vous la retrouver. Peut-être que le mail n'est pas encore passé ou peut-être que juste Mathieu a envoyé l'info sur WhatsApp ou un truc dans le genre. Ok. Donc c'est ça l'idée. Et évidemment, la priorité est à la validation des épreuves de la CEL. Donc il y a de la profondeur à valider. Si vous avez regardé le MFA, ça vous dit qu'il faut valider, je ne sais plus ce que c'est la profondeur, c'est 15 ou 20. C'est 20 mètres. C'est 20 mètres? Oui. Alors, blablabla. L'apnéiste confirmée au libre doit faire 20 mètres, sauf si l'eau est très froide. Non, c'est pas ça. On a une dérogation si elle est très froide. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, c'est 20 mètres. Donc, il y a 4 descentes à faire à 20 mètres. Il y a en poids constant, donc c'est-à-dire juste à la pale. En immersion libre, c'est-à-dire juste avec les bras. En gueuse largable, c'est-à-dire avec un poids lesté qui descend le long d'une poulie et vous remontez à la palme. Et en gueuse lourde freinée. Donc, la gueuse lourde freinée, c'est comme le truc dans le Grand Bleu ou le truc à Civo, pour ceux qui sont déjà venus à Civo. Le truc où ça descend tout seul et ça remonte, enfin tout seul. Oui, ça descend avec vous et ça remonte avec le bas. Blablabla, 4 fois 25 mètres, 50 mètres de dynamique. Bref, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait au niveau apnéiste. Et 2 minutes 30 de statique. Donc la prochaine étape, en effet, c'est monter sur le bateau pour venir idéalement se mesurer à la profondeur pour ceux qui n'ont jamais trop fait, surtout en milieu naturel, parce que Civo, c'est bien sympa, mais 20 mètres à Civo, c'est pas 20 mètres en mer. Idéalement, faire les descentes dans les 4 disciplines. À savoir que si vous allez, je sais pas, en Méditerranée cet été et que vous n'avez pas validé toutes vos descentes ou que vous avez validé 0 descente et que vous êtes dans un club qui est homologué FFSSM, vous pouvez très bien aller le voir en lui donnant mon contact et en me disant, écoute, j'ai besoin de valider ces 4 profondeurs-là, est-ce que tu as moyen de me en faire 1, 2 ou les 4? Et si la personne elle revient vers moi et qu'elle dit, machin truc, il a validé ça et ça s'est passé comme ça, moi, après, je peux vous les tamponner derrière. Okay. Parce que 20 mètres en Bretagne, c'est pas 20 mètres en Méditerranée. Ça marche? Oui. Ok. Eh ben, merci à tous pour votre attention. Le cours est enregistré, donc je vous ferai passer les liens de l'enregistrement. Je vous enverrai aussi tous les slides que j'ai envoyés là. Et on se retrouve dans 2 semaines pour, comme je disais, le petit examen théorique. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Salut, bonne soirée. Bonne soirée à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bye.